Voilà. Comme vous voyez sur ce diapo, on va parler du commerce international, mais beaucoup plus des transactions, ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, à la fin de ce module, vous serez en mesure déjà de comprendre les principes des incoterms. C'est quoi incoterm? Incoterm. Incoterm, ce sont les termes du commerce international, par définition. C'est en anglais, incoterms, mais la signification, ce sont les thèmes du commerce international. Et autre chose, vous allez apprendre, appréhender plutôt la logistique et le transport international. Quand on parle de la logistique et le transport international, c'est toujours les principes, hein. On ne va pas voir les transports et la logistique internationale parce que ça prend du temps. C'est juste les principes qui régissent les, la logistique et les transports internationaux. Et puis, on va essayer d'identifier les responsabilités entre les transporteurs et les assurances, le rôle des assurances, où l'assurance couvre l'acheteur et les vendeurs à l'international, et puis les risques qui sont liés aux opérations internationales. Quand on parle des opérations à l'international, on voit tout type de relations, tout type d'opérations, d'opérations à but lucratif, d'opérations à but non lucratif, tous sont concernés par ces gens de risques. Ces différents types de risques, on va voir, soit on fait du business pur et simple, ou bien on fait la prospection, ou bien on a une représentation, on fait partie d'une représentation d'un pays à l'international. Là, on parle des enjeux diplomatiques. C'est ça qu'on va essayer de voir. Mais avant tout, bon, ça c'est le plan des choses qu'on devrait voir, sans rentrer dans les détails, parce que sinon, on va passer plusieurs séances à en parler seulement sur les incoterms. Bon, on va parler des incoterms, le transport et logistique à l'international, puis les documents de transport. On va voir des noms de ces documents-là. Vous, si vous voulez faire un cargo de votre pays vers un autre pays ou bien dans le pays où vous êtes vers un autre pays, et quels sont les documents qui doivent accompagner le transporteur, la responsabilité du transporteur, et sans oublier l'assurance du transport, l'assurance, les différents types d'assurance qui existent. Pourquoi c'est important de prendre l'assurance, où l'assurance vous couvre et à partir de quel lieu il y a un transfert de risque. Et quand on parle de transfert de risque, il y a l'assurance qui rentre en ligne de compte. C'est ça qu'on va essayer de voir. Et, pour les risques, on va introduire la notion de risque à l'international. Bon, on va parler un petit peu de la digitalisation sans rentrer dans les détails. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de tout aborder. Et puis, hein, quelques logiciels qui existent, on va en parler. Alors, maintenant, échanges internationaux. Les échanges internationaux, pour les échanges internationaux s'espacent soit de manière physique, soit de manière virtuelle. De manière physique, soit de manière virtuelle. Par exemple, quand on échange des solutions technologiques, un logiciel, euh, par exemple, hein, parfois on monte seulement sur une plateforme, on paye et puis on a accès. Ça, il n'y a pas d'échange physique. Mais par contre, si on parle d'agrégat, on parle de gros volume, hein, là, il y a des échanges physiques, hein. Il y a des échanges physiques, hein. Quand on parle d'échanges physiques, là, c'est là que les incoterms interviennent. C'est là que les incoterms interviennent. Mais dans le premier cas, les incoterms n'interviennent pas, mais par contre, tout ce qui concerne les droits de licence, hein, tout ce qui concerne TVA, c'est important. Il faut les payer. C'est ça qu'on va essayer de. Voilà. Alors, avant de rentrer dans les détails, parlons des organismes qui concernent le commerce international. Le commerce international, comme premier organisme, on a l'Organisation mondiale des douanes. L'Organisation mondiale des douanes, c'est le grand organisme qui intervient dans le commerce international. Parce que pour un produit sort d'un point A pour aller dans un point B, ou bien sort d'un pays pour aller dans un autre pays, en sortant du pays d'origine, il faut payer une taxe à l'export, il faut payer des droits des douanes à l'export, et arrivant dans le pays de l'importateur, il faut payer un autre
Droit de douane, c'est le droit de douane à l'import. Voilà. En gros, il y a deux droits de douane qui rentrent en ligne de compte quand on voit, quand on réalise des transactions sur des produits entre un pays A à un pays B, entre un pays exportateur et un pays importateur, entre l'acheteur en quelque sorte, entre le vendeur qui se trouve dans le pays exportateur et l'acheteur qui se trouve dans le pays importateur. C'est là que l'Organisation mondiale des douanes intervient. Euh, L'autre grand organisme, c'est ICC ou CCI, hein, comme vous voulez, CCI ou ICC. C'est la Chambre de commerce internationale. La Chambre de commerce internationale est là pour établir des règles de fonctionnement du commerce international, des règles de base. Alors, on vient de parler des incoterms. Les incoterms sont des outils développés par ICC ou Chambre de commerce internationale pour faciliter le transport à l'international, le transport des marchandises à l'international. Bon, quand on parle de transport des marchandises, il faut voir les moyens de transport pour pouvoir effectuer des échanges à l'international. Il faut passer par des moyens. Il y a différents types de moyens de transport. Je vous présente ce tableau. Il y a des points forts et des points faibles en fonction du type de transport que vous privilégiez ou vous utilisez, sans rentrer trop dans les détails. Mais il faut juste préciser quels sont les moyens les moins chers et les moyens les plus chers. Et les moyens les plus chers, c'est moyens aériens. Aérien, c'est très cher. C'est très cher, c'est pas avion. C'est pas avion. Et puis, bon, avantage, hein, c'est rapide. C'est rapide. Inconvénient, c'est très cher. Et puis, on est limité en termes de nombre de chargements. On est limité. Ça, c'est rapide, hein, c'est vrai, mais par contre, hein, c'est très cher. Très cher. Et autre chose, si on veut rester dans le tempo du développement durable, on veut respecter les normes du développement durable, le transport aérien n'est pas conseillé parce que c'est très, très pollué. C'est pollué. Le pic de pollution, on enregistre parmi les moyens de transport. Je pense que le moyen aérien, ça saute la baraque parce que juste au décollage de l'avion, ça libère tellement des gaz polluants, c'est énorme, on ne peut même pas imaginer. C'est pour cela qu'il y a deux inconvénients, inconvénients écologiques et un inconvénient et financier parce que ça coûte cher. Voilà. Alors, l'autre transport qu'on peut privilégier, il y a le transport maritime. Le transport maritime est polluant, polluant, mais par contre, hein, c'est le transport de base. C'est ce transport-là qui a révolutionné le monde du commerce international, le transport maritime. Le transport maritime, vous vous rappelez, lors de l'introduction du cours, on avait parlé que comment le transport maritime a révolutionné le commerce international, ou bien les échanges internationaux. Vous vous rappelez déjà quand on avait abordé le thème avec les grands explorateurs, parmi les grands explorateurs, on avait cité Magellan, on avait cité Bartholomé, surtout Bartholomé. Bartholomé, c'est le plus grand. C'est parmi les grands, Bartholomé, c'est ton Bartholomé Dias, quand il a pu découvrir la géocéanienne. La géocéanienne, c'est une sorte de tourbillon qui fait le tour de la Terre. Et quand un bateau arrive sur ce tourbillon, c'est comme un tapis roulant. C'est beaucoup de masse d'eau qui se développe, qui se déplace en même temps, mais quand vous êtes dessus, vous ne sentez rien. C'est ça qui a révolutionné la navigation et aussi qui a révolutionné la navigation d'une part, et ça a provoqué toutes les catastrophes humaines qu'il y a eu avec la colonisation, avec les déportations des Noirs et avec l'esclavage, tout ça aussi. Il faut parler de ça. Parfois, les gens parlent de Christophe Colomb. Il faut aller encore avant Christophe Colomb. Avant Christophe Colomb, on avait Bartholomew Dias qui avait découvert la géocéanienne. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on laisse ça de côté. On aura le temps d'en parler si vous voulez aller plus loin.
Voilà, c'est transport maritime, c'est ce transport, là, ce moyen de transport qui a révolutionné le commerce international. Bon, on a parlé du bateau Hérodias, et sans oublier Magellan qui a relié l'Amérique Pacifique, ou bien en quelque sorte l'océan Atlantique, hein, à l'océan Pacifique. Il a effectué le grand voyage pour faire le tour du monde en passant par l'Amérique du Sud pour arriver en Asie. Ça, c'est à l'époque des grandes découvertes, et ces chemins-là qu'il a tracés, sans oublier le chemin entre la Russie et les États et Alaska, qui fait environ 100 mètres de distance, Bering, hein, Vitis Bering, avait découvert. Ça, c'est ça. Voilà. Ça, c'est tout ça, c'est à la base des échanges et à la base du commerce, et sans oublier les travaux de Brejnev aussi. On va pas rentrer en détail, mais c'est important de rappeler ces moyens de transport. Juste pour vous dire que le moyen maritime, c'est exceptionnel. D'ailleurs, quand vous tapez sur Internet, vous tapez commerce international, ce que vous allez voir des grands tanks qui sont des bateaux qui sont remplis des containers. Voilà, des bateaux sont remplis avec des containers. C'est ça qui représente l'image, hein, du commerce international. C'est juste pour vous dire le poids du transport maritime. Voilà, ça c'est le point fort. On dit c'est court, c'est moins cher. C'est moins cher, mais par contre, le point faible, c'est là. Ça prend du temps pour arriver. Ça prend du temps pour arriver. Et, bon, autres transports qui sont de plus en plus privilégiés, les transports routiers, les transports ferrés et les transports fluvial, hein, oui, surtout la force du vent qu'on utilise, généralement la force du vent, surtout avec les écluses également qui facilitent le transport fluvial sur les rivières, il y a des pays, ce mode de transport est très recommandé, comme le Congo, avec Fleuve du Congo qui donne cette possibilité. En Amérique du Sud, on avait l'Amazone comme la grande rivière qui donne cette possibilité. Et en Europe, on a le Rhin, d'autres rivières comme la Seine qui facilitent le transport fluvial. Après, il y a la Poste. Hein. La Poste, c'est le transport de proximité, c'est plus rapide, hein, c'est plus cher aussi. Cher, c'est plus cher, bon, par comparaison à l'avion, bon, ça, il ne faut même pas calculer. Mais c'est plus rapide, c'est extrêmement rapide, mais c'est recommandé pour transporter les petits colis. Il y a d'autres modes de transport qu'on n'avait pas ajoutés. Il y a le transport par tube. Par tube, ce qu'on appelle les pipelines. Hein, les pipelines, ce qu'on utilise beaucoup plus pour transporter soit du pétrole, hein, pétrole. Dans ce cas-là, on parle oléoduc, hein, ou bien pour transporter du gaz, hein, qu'on appelle les gazoducs, qu'on utilise pour transporter du gaz. Ce sont des grands tubes, hein, des grands tubes qui peuvent relier plusieurs pays, passent dans plusieurs pays. Peut-être vous avez peut-être entendu parler du Nord Stream. Hein, Nord Stream, hein, il y a Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Nord Stream 1, c'est la grande tube qui relie la Russie avec l'Europe, hein, en passant par l'Ukraine. Et cette grande tube-là permet à la Russie de fournir du gaz à l'Europe. Il y a aussi une autre tube, hein, bon, qui a été fracturée, hein, c'est Nord Stream 2, passant par la mer Baltique, en sortant de la Russie, passant par la mer Baltique, hein, pour arriver en Allemagne. Pareil, hein, ce sont ces moyens de transport pour ces produits énergétiques, soit le pétrole, soit le gaz, hein, qu'on utilise, des tubes. Tubes, on appelle, qu'on appelle des pipelines en anglais, mais ça peut être soit des gazoducs, quand ça transporte du gaz, soit oléoduc quand ça transporte du pétrole. Il y a aussi toujours, c'est une combinaison spéciale, surtout pour les transports maritimes, quand on parle des méthaniers transportent des gaz sous forme GNL. GNL, c'est gaz naturel liquéfié. Et aussi, il y a des pétroliers, ce sont des bateaux également qui transportent du pétrole.
Les méthaniers, ce sont des bateaux qui transportent des gaz naturels. Et les pétroliers, ce sont des bateaux qui transportent hein, du pétrole. Pourquoi parler de ces deux produits? Parce que ce sont ces deux produits qui sont à la base de l'économie. Même les bateaux qu'on parle, on parle des avions, bateaux, on parle de camions, on parle des trains qu'on utilise pour le transport des marchandises, des bateaux, mais ces outils-là marchent avec du pétrole ou du gaz. C'est ça, c'est important qu'il faut en tenir compte. On ne va pas passer notre temps à en parler, mais c'est pas ça, c'est pas le but, mais c'est l'introduction. Maintenant, on va parler des incoterms. Quand on parle des incoterms, on parle des différents moyens de transport. Alors, les incoterms, on fait un peu d'histoire. Terme, hein, là, comment on peut définir, c'est International Commercial Terms en anglais. C'est les termes du commerce international en français. Ça, il ne faut pas oublier les Incoterms, on commence à parler comment le marché international, le commerce international doit se dérouler, surtout le transport des marchandises, comment ça doit être régulé. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale, notamment au début des années 1920. On commence à parler comment ce commerce-là, comment les échanges internationaux doivent se dérouler, hein, comment un produit peut sortir du point A pour arriver au point B. Et puis, en 1936, hein, la Chambre de commerce international a créé les Incoterms. Incoterms, ça date longtemps, depuis 1936. 1936, hein, bon, dans 12 ans, on va célébrer les centenaires, les centenaires, des Incoterms. Et puis, bon, les incoterms connaissent souvent des révisions chaque 10 ans. Chaque 10 ans, il y a des révisions. Mais ça peut arriver quand il y a un problème qui domine le monde, on cherche à repenser les incoterms. Bon, 1936, bon, vous savez très bien, 1939, début de la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à 1945. Et après 1945, il y avait le plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe et aussi une bonne partie pour la reconstruction du Japon. Et puis, début des années 1950, il y avait la guerre la guerre Corée, la guerre Corée, ben, du coup, il fallait repenser les thèmes hein, des incoterms. C'est la première modification. 1967, bon, avec le début de la révolution des jeunes, hein, 1967, on a repensé à nouveau les incoterms. 1974, avec la crise du pétrole, ils ont repensé les incoterms. Ça n'a pas duré et 2 ans plus tard, ils ont retravaillé sur les incoterms. Et en plus, 4 ans à nouveau, ils ont retravaillé à nouveau. C'est comme ça, ils ont connu pas mal de révisions. Et à partir des années 80, c'est chaque 10 ans, on passe en revue les incoterms. Et maintenant, à l'heure où on parle, on est sur les incoterms de 2020. Les incoterms de 2020, il y a certains incoterms qui ont été changés, hein, qui ont été remplacés par d'autres, notamment quand, par exemple, quand le produit est sur le bateau, qui est responsable? Quand le produit arrive au port du pays de destination, qui est responsable? S'il y a un problème quelconque. Ça, c'est important, il fallait tenir compte de ça. Probablement, à la fin des années 2020, d'ici 2029, peut-être qu'ils vont nous proposer des nouveaux incoterms 2030. C'est à voir. Bon, on dit, euh, les incoterms, c'est parle des termes des transactions commerciales. Ça, c'est important, il faut tenir compte de ça. Alors, quand on négocie le prix, quand vous achetez un produit à l'international, quand vous négociez le prix, vous négociez l'incoterm en même temps. Parce que dépendamment du type d'incoterm, il va y avoir un prix. Et aussi, il va y avoir la responsabilité du vendeur qui va rentrer en ligne de compte. De même pour la responsabilité de l'acheteur.
C'est ça qu'on va essayer de voir. Et les incoterms, toujours, permettent de voir la répartition des frais de transport entre vendeurs et acheteurs. À quel point la responsabilité du vendeur s'arrête et le transfert de risque s'est fait aux acheteurs. C'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, qui assume la livraison et le transport? C'est ça les incoterms définissent. C'est ça, c'est pas ce que vous, c'est quand vous allez acheter à l'international, dans un autre pays, vous êtes dans un pays, pays A, vous allez acheter dans un pays B, et quand vous allez commander dans ces pays-là, vous voyez des prix sur les produits. Peut-être vous allez sur un grand marché international, hein, ou bien vous allez sur un grand salon, vous voyez, les prix sont affichés. Vous dites, monsieur Intel, là, c'est moins cher que madame Intel. Oui, d'accord, c'est moins cher. Mais quelles sont les conditions? C'est ça qu'il faut poser. Quelles sont les conditions d'achat? Quelles sont les conditions de vente? Si vous ne posez pas ces genres de questions, vous allez probablement penser que vous faites bonne affaire et pourtant vous êtes totalement à côté de la plaque. Prenons le cas, les produits chez AliExpress, Alibaba. Vous montez sur les sites d'Alibaba, vous allez voir des fournisseurs, différents types de fournisseurs. On voit un même produit, les écarts parfois sont tellement élevés, c'est extraordinaire. Allez voir que peut-être le premier fournisseur vous demande, il faut acheter par volume de 100. Il faut acheter 100 unités. Si le produit va vous coûter 50 dollars américains, il faut acheter minimum 100 unités pour que les produits puissent vous coûter 50 dollars. Et vous regardez chez un autre fournisseur, vous allez voir que les produits coûtent 150 dollars américains. Mais vous avez la possibilité d'acheter un seul produit. Vous pouvez acheter un seul produit. Vous voyez déjà la différence. Ça, c'est une première différence. Un autre fournisseur, voir un autre fournisseur, que sur son site Internet, va ajouter, au lieu de 150 dollars, au lieu de 50 dollars moins cher, ou bien 150 dollars pour le deuxième fournisseur, vous voyez que c'est 350 dollars. Là, vous dites, ah, bon, ça c'est extraordinaire, c'est de l'arnaque, je ne vais pas acheter. Mais par contre, vous allez regarder que dans les conditions plus bas, que c'est livré chez vous. Si c'est livré chez vous, vous n'avez pas les droits des douanes à payer à l'export, à l'import et aussi à l'export. Ces deux droits des douanes, vous n'avez pas payé. Et parfois, même le TVA rentre en ligne de compte. Même le TVA. Vous n'aurez pas à payer pour les assurances parce que ce n'est pas juste une boîte que vous achetez. C'est un produit volumineux. Vous n'avez pas payé pour les assurances, c'est le fournisseur ou bien le vendeur qui va payer l'assurance. Le transport, vous n'allez pas à payer le transport. Tout ça, c'est ça qu'il faut, c'est la logique, cette logique-là qu'il faut voir. Essayez de voir où vous perdez, où vous gagnez. Ça, c'est important. C'est pour cela, dès le départ que vous achetez à l'international, il faut négocier l'incoterm. Il faut négocier l'incoterm dès le départ. Voilà, c'est ça. Ça permet de voir la responsabilité de la personne qui vous vend et aussi essayer de voir quel type d'incoterms qui sont y associés. Bon, ça, c'est juste pour vous dire, là, on ne joue pas. Là, il y a ce qu'on appelle la sécurité. Quand on parle des incoterms, il y a la notion de la sécurité rentre en ligne de compte. D'accord? Il y a la notion de la sécurité qui rentre en ligne de compte. Et les États-Unis ont beaucoup contribué depuis les attaques du World Trade Center le 11 septembre 2001. Ça a tout modifié. Ça a tout modifié en fonction du type de produit que vous allez transporter. C'est pour cela qu'il y a des documents qu'on vous demande, soit des certifications avant que le produit puisse charger soit le bateau, soit le camion, ou bien soit euh, dans, dans, dans le train. Alors, ça, c'est important. Type de documentation qui, qui sont considérées comme la carte d'identité du chargement. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi,
Les incoterms ne sont pas calculés directement. Vous n'allez pas retenir les incoterms par cœur. Mais par contre, il y a 2 à 3 types d'incoterms, il faut retenir dans la 2 à 3. Le début et la fin. Voilà. On sait les débuts, on sait quel incoterm qu'on trouve au début et quel incoterm qu'on trouve à la fin. Ça, c'est important. C'est pas la peine de les. C'est à chaque fois que vous allez acheter un produit, c'est comme ça. En fonction de votre portefeuille, de votre expérience, il faut négocier les conditions. D'où les incoterms. Dans les incoterms, il y a le prix qui entre en ligne de compte, le délai qui entre en ligne de compte, les modalités de paiement. Quand on parle des modalités de paiement, est-ce que c'est par chèque, est-ce que c'est par virement, est-ce que c'est à l'achat comptant aussi. Même maintenant, ce que tout le monde en parle, est-ce que c'est pas Bitcoin aussi? Ah, tout le monde en parle maintenant. Si c'est pas Bitcoin, on va vous payer. Ça, c'est important. Et les garanties, hein, en cas de produit défectueux, qui est responsable? Qui est responsable? Pour l'acheminement des marchandises, est-ce que ça va livrer dans mon entrepôt, l'entrepôt de chez moi, ou bien l'entrepôt de mon usine, l'entrepôt de ma boutique, ou bien ça va rester à la douane? Oui, ça peut arriver. Ou bien ça reste à l'aéroport, ça reste directement sur le bateau, mais accosté au port. C'est important. Les droits et obligations du vendeur, hein. Le vendeur, c'est à l'expédition. C'est mieux, à l'expédition, vous vous rassurez que le vendeur s'occupe des droits de douane. Les droits, les frais de transport. Bon. Pour l'acheteur, c'est mieux que c'est toujours l'acheteur qui s'occupe les droits de douane à l'import. Parce qu'il connaît déjà du monde et ça l'arrange déjà. Ça arrange tout le monde. C'est ça qu'on va essayer de voir. Et puis, la sécurité, hein, des produits échangés à l'international. Qu'est-ce qu'on attribue aux incoterms? Les incoterms, comme on dit, ça permet de répartir les obligations entre vendeurs et acheteurs. Quand on parle les obligations entre vendeurs et acheteurs, on va voir les transports, l'assurance, hein, la douane, hein, si c'est applicable ou pas, et aussi les documents qui sont associés, soit les lettres de crédit, soit le crédit, ça c'est pour faciliter le paiement, ou bien d'autres documentations qui peuvent y associer, comme le connaissement. Le connaissement, il n'est autre que l'acte de naissance, hein, l'acte de naissance du produit, hein, qu'on a mis sur le bateau. Répartition des coûts, bon, on parle beaucoup plus de bateaux, désolé, parce que quand on parle, on va acheter en gros volume, il faut que ça vienne par bateau. Ça vienne par bateau. Répartition des coûts, toujours transport, assurance, douane, autres prestations externes qu'on peut voir, par exemple, si on a une assurance ad valorem, par exemple, on prend l'exemple tout à l'heure, et répartition des risques, hein. Ce qu'on ne trouve pas, ce qui n'est pas appliqué aux incoterms, c'est les clauses de conditions générales de vente, le point de transfert des propriétés. Alors, ce n'est pas attribué aux incoterms. En quelque sorte, les incoterms sont au nombre de 11. 11, pas plus que ça. C'est 11. On ne vous demande pas de tout retenir par cœur, mais au moins il y a 2 ou 3 à retenir. On dit que c'est une portée internationale. C'est le langage international qui permet à n'importe quel acheteur, vendeur, de se communiquer ensemble. Voilà. Ça n'arrive pas de portée culturelle, c'est plutôt une portée internationale. Donc, c'est toujours un incoterm se compose toujours de 3 lettres. 3 lettres et plus le lieu de livraison. Plus le lieu de livraison. Par exemple, si on achète des produits, le produit va être livré au Havre, par exemple, on va ajouter le FOB le Havre. FOB le Havre. FOB, c'est l'incoterm FOB. L'incoterm FOB. On a FCA. Là, on dit c'est abréviation anglophone, toujours en 3 lettres, hein. On a FCA. Si le produit doit être livré
livré dans une ville quelconque, hein, ou à proximité d'un port ou d'un aéroport, on met FCA plus le nom de la ville. Et puis, on a également EXW. EXW, c'est le premier incoterm qu'il ne faut jamais oublier. Le premier incoterm, pourquoi? Parce que ça, c'est l'incoterm qui vous donne une idée que le produit est seulement fabriqué et resté à l'usine. C'est au vendeur de venir à l'usine pour récupérer le produit. Alors, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec vous, l'exemple des produits qui sont totalement moins chers. On voit moins cher, c'est par rapport à l'incoterm. C'est par rapport à l'incoterm. C'est dans l'entrepôt même. Après, vous devez payer pour vous faire transporter. Essayez de regarder pendant cette semaine, vous faites un coup d'œil sur le site de Alibaba, vous allez voir que des produits, même produits, d'une usine à une autre, ou bien d'une boutique à l'autre, vous voyez, parfois c'est moins cher. C'est totalement moins cher. L'écart est tellement grand, on dit, on peut même se questionner pour savoir s'il n'y a pas un problème. C'est à cause du lieu de livraison, déjà. C'est toujours lieu de livraison. C'est ça. Il faut, c'est toujours le lieu de livraison. On dit c'est abréviation en trois lettres, lieu de livraison. C'est universel, c'est commun à tous les pays. Si vous faites du business à l'international, première chose, vous devez savoir, c'est l'incoterm. Parce que c'est important de savoir l'incoterm parce que ça accompagne. On dit c'est universel, c'est commun à tous les pays. C'est toujours trois lettres anglophones qui sont toujours suivis du lieu de livraison. C'est ça qu'on avait dit. Et ils sont au nombre de 11. Euh, on dit en résumé, les incoterms nous enseignent sur qui prend en charge les coûts du transport à différents points du parcours. Quand on dit différents points du parcours, c'est on est en transport multimodal. Multimodal, on a plusieurs moyens de transport entre l'usine et le port d'embarquement qui est en charge, du port d'embarquement et le bateau qui est en charge, du bateau jusqu'au point de destination, du port de destination qui est responsable, et puis du port de destination à l'entrepôt qui est responsable. C'est comme ça. Et autre chose, les incoterms permettent de définir qui s'occupe des formalités douanières à l'importation et à l'exportation. Je vous conseille, vous êtes dans un autre pays, vous passez des commandes, essayez toujours de négocier un incoterm qui permet euh, aux vendeurs d'avoir plus de responsabilités. Surtout si vous êtes débutant dans le commerce international, si vous êtes débutant, vous ne connaissez pas les ficelles du métier. Peut-être c'est la première fois que vous entendez parler des incoterms, mais c'est important. C'est important. Quand vous êtes débutant, vous faites en sorte que toutes les responsabilités soient à la charge du vendeur. À la charge du vendeur, mais ce n'est pas gratuit. Ça va être plus cher pour vous, mais ce n'est rien. Il suffit que vous faites un bon calcul pour savoir, après avoir enlevé tous ces frais, et combien vous allez revendre vos produits pour rentrer dans vos bénéfices, faire du bénéfice. Alors, c'est comme ça. On dit à quel moment, c'est toujours, on dit à quel moment le risque est transféré du vendeur à l'acheteur. À quel moment? À quel moment n'est autre que le lieu accompagné d'un côté. Bon, ça, c'est un résumé. C'est un résumé par rapport à l'incoterm. On dit ça tient compte de la production et de l'emballage, hein, la mise en conformité, les choix des modes de transport, et les formalités douanières à l'export, les formalités douanières à l'import aussi, l'expédition et le transit, et puis la distribution et la livraison finale. Quand on parle des incoterms, c'est tout ça, toutes ces informations qu'il faut en tenir compte. Les incoterms 2020. Alors, on va voir pourquoi c'est important, cet exercice-là. On n'allait pas faire l'exercice, mais bon, ça nous permet déjà de voir, hein, quelles sont les notions qui rentrent dans le cadre des impôts. Alors, vous faites des transactions internationales, vous achetez à l'international. Euh, et
quand vous achetez votre produit, il y a votre produit, il faut calculer le coût des revient. Ça aussi, ça c'est important. Il faut toujours calculer le coût des revient. Le coût des revient, il faut intégrer le transport. Là, on a un exemple. Il faut intégrer le transport. Après le transport, il y a l'assurance du transport. On paye pour le transport, mais on paye également là, pour l'assurance du transport. Ça, c'est important. Il y a les droits des douanes. Les droits des douanes, bon, là, on a un exemple de 6%. Et en France, on a un TVA de 20%. Il faut intégrer la TVA. Quand on dit droits des douanes 6% sur le prix que vous avez acheté la marchandise. Par exemple, si vous avez déboursé pour acheter une cargaison de jouets, par exemple, pour 10 000 dollars américains, si on dit droit des douanes, vous devez payer 6%, c'est 6% fois 10 000. D'accord? Et TVA égale à 20%, 18%, très variable d'un pays à l'autre. Il faut multiplier par les 20%, par 0,2. Comme ça, pour trouver combien vous allez payer en TVA. Après, vous allez additionner droit des douanes, TVA, et plus le prix que vous avez acheté le produit pour avoir une configuration plus globale. Ça vous permet de prendre du recul, de savoir combien vous devez revendre pour entrer dans vos frais. Sinon, vous faites déficit. Sinon, vous faites grand déficit. C'est cette réflexion qu'on vous demande de faire. Or, et, bon, là, on a un exemple, on dit à quel montant le droit des douanes a payé, quel montant le droit des douanes a payé. Quel montant, il faut trouver le prix d'achat des marchandises, c'est pas 0,06. C'est comme ça. D'accord? Pareil pour le calcul du base TVA, c'est comment on calcule les TVA, c'est le prix. On prend le prix d'achat multiplié par taux de TVA. Vous faites ce calcul et au final, vous avez le montant de TVA. Ce n'est pas les pourcentages que vous allez donner, ce sont des chiffres réels que vous allez donner. Voilà. Ça, c'est un exemple. Ça veut dire que quand on parle des incoterms, ça a un rapport avec les droits des douanes, c'est TVA. Quand on est dans le commerce international, il faut tenir compte. OK. Maintenant, parlons des incoterms, toujours. On va rentrer plus en détail. Hein. Je crois que assez vite, on va aller au bout. Il y a plusieurs modes de transport. Il y a des transports maritimes et des transports multimodaux. Plateforme de transport multimodal. Quand on parle de plateforme multimodale, là, on parle de tous les modes de transport. Si vous regardez dans cette image, hein, on a avion cargo, des avions cargo. On dit c'est plus rapide, mais plus cher. Ça, c'est transport aérien. Et puis, on a des portes conteneurs, bateaux porte conteneurs. C'est là, comme on avait dit, c'est plus lent, mais moins cher. Voilà, bateaux conteneurs. Ce sont des bateaux qui portent des conteneurs. Des portes conteneurs, bateaux porte conteneurs, ce sont des bateaux qui portent des conteneurs euh, qui démocratisent le commerce international. Après, on a des transports par voie ferrée. Voie ferrée, c'est par train, hein, par exemple, c'est sur la rail. Autre mode de transport, hein, déjà, c'est transport par la route, hein, transport routier. Et puis, pour terminer, transport fluvial. Quoi. Ouais. Bon, ça, ce sont des transports multimodaux. En résumé, pour voir si vous avez retenu, on avait dit on peut les classer, les incoterms, par la première lettre des incoterms. On a des catégories par rapport à la première lettre. On a la catégorie E, on a la catégorie F, on a la catégorie C, on a la catégorie D. Soit on dit EFCD. EFCD, c'est l'ensemble des incoterms en fonction de la catégorie de lettres. On a le type X1 et X1, ce type d'incoterm. Hein, pour la catégorie E, il y a un seul incoterm. Pour la catégorie E, c'est un seul incoterm, c'est l'incoterm de départ. Et puis, on a catégorie F, on a trois incoterms, c'est FCA, FAS et FOB.
on a catégorie C, on a CFR, CPT, CIF et CIP. Et on a en dernière catégorie, catégorie D, on a DAP, DPI et DDP. Alors, pour vous retenir, DDP, c'est le dernier incoterm. DDP, quand vous choisissez DDP, ça veut dire que le lieu de livraison, c'est dans votre entrepôt, chez vous. Les droits des douanes ne sont pas sous votre responsabilité. Sauf droits des douanes à l'importation, vous pouvez, le vendeur peut négocier avec vous pour que vous puissiez payer parce que vous êtes déjà dans le pays. Ça aussi. Et ce sont ces incoterms. Il y a une autre classification en fonction des types de transport, soit monomodal, soit maritime, y compris fluvial. Quand on parle de multimodal, on a EX, FCA, CPT, CIP, DAP, DPI et DDP. On voit en fonction du transport multimodal, l'arrivée est toujours là. Même le départ et l'arrivée. Maritime, on a FAS, FOB, CFR, CIF. Ce que je ne vous ai pas dit, quand vous voyez I, par exemple CIP, CIF, quand vous voyez le U dans les incoterms, ça signifie assurance. C'est en anglais, ça signifie assurance. Ça aussi, il faut en parler. En fonction du lieu de livraison, on a les incoterms de départ et les incoterms d'arrivée. Incoterms de départ, bon, c'est un peu par défaut, on met par défaut quand on voit CIF, CIP, FOB, bon, ça n'a vraiment départ, c'est déjà sur le bateau. Sur le bateau. Mais bon, on va retenir comme ça. On a toutes les lettres du groupe D sont dans l'arrivée et le reste dans le départ. Voilà. Du coup, on a 8 dans le départ et 3 dans l'arrivée, ce qui nous donne 11. Alors, pour vous faciliter la tâche, j'ai trouvé une classification réalisée par quelques auteurs qui vous permet de comprendre. Par exemple, on voit coût, vendeur, et parfois l'assurance est en option. Puis, on a le coût d'acheteur. Le coût d'acheteur. Et puis, on a risque vendeur, assurance en option et risque acheteur. C'est que pour vous faciliter la tâche, on a les couleurs bleu et orange. Bleu, c'est pour ce qui concerne le coût du vendeur et orange, c'est le risque vendeur. Quand on voit le mot risque, il dit qu'il faut assurer. Assurer. C'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, ça, ce sont les incoterms qu'on commence à voir. On a les incoterms multimodales, il dit plusieurs modes de transport par comparaison à l'autre catégorie qui n'est autre que la catégorie sur le transport maritime. Alors, pour cette catégorie, les incoterms de départ et les incoterms d'arrivée qui sont présents en même temps. Les couleurs foncées, ce sont des responsabilités du vendeur et le reste, les couleurs, tout le reste en gris, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur qui paye tout. Par exemple, ici, on voit vendeur. Ici, on voit vendeur et ici, on voit acheteur. L'acheteur est ici. Vendeur est ici. Voilà, on a premier incoterm XW, XC, X-Works. X-Works signifie à l'usine. X-Works à l'usine. Les produits sont fabriqués et sont livrés à l'usine. C'est l'acheteur qui va se débrouiller pour aller à l'usine pour récupérer les produits. C'est pour cela que c'est important. Il faut qu'on tienne compte de ça. Or, c'est EX et X-Works. EX et X-Works. Après, on a FCA. FCA, c'est que le vendeur dispose des locaux euh, à proximité du port, bien à proximité de l'aéroport. C'est pour cela il y a déjà les formalités douanières à l'export que l'acheteur doit en tenir. OK, l'acheteur et les vendeurs aussi. Et puis on a CPT. CPT, c'est à peu près même exigence pour le vendeur, mais par contre, il y a l'assurance
assurance, services, transport, qui sont importantes à prendre en compte. C'est vrai, c'est la même chose, mais bon, il faut penser à ça, l'assurance. Et autre chose, on a DAP. DAP, c'est presque même à CIP. En DAP, on a CIP. CIP, c'est les mêmes exigences que CPT, sauf il faut prendre l'assurance, hein, il faut ajouter l'assurance ad valorem ou assurance touriste au profit de l'achat. Parce que si vous laissez comme ça, c'est sans assurance et ça peut être compliqué. C'est pour cela on dit assurance touriste au profit de l'acheteur. C'est l'acheteur qui paye cette assurance, d'accord, pour le CIP. Après, on a les incoterms d'arrivée, on a DAP, DPI et DDP. DAP, qu'est-ce que vous constatez ici? Ça arrive, hein, le bateau est chargé, ce n'est pas encore déchargé. Le bateau n'est pas déchargé. Mais par contre, le bateau peut être déchargé. C'est ici. Le bateau peut être déchargé, mais moyennant discussion avec l'acheteur, comme moyennant que l'acheteur paye quelque chose. Alors, ça, c'est le premier constat. Et deuxième constat, des pays, le produit est déchargé. Par contre, les formalités douanières ne sont pas encore résolues. DAP, DPI, c'est à peu près la même chose. Sauf des pays intégrer les formalités, décharger les bateaux. Et puis DDP, c'est dans les locaux, si possible, hors TVA. Ça peut arriver. Dans DDP, parfois, c'est possible, hors de TVA, c'est comme c'est le vendeur qui s'en occupe, non? TVA, c'est pas du pays. Ça, c'est important. C'est possible, hors TVA. Sinon, il faut préciser ça dans le contrat d'achat. Alors, ça, on vient de voir les incoterms multimodaux, multimodal. On va voir les incoterms maritimes. Transport maritime. C'est à peu près pareil, hein, pour FAS et FCA, sauf que les formalités douanières sont déjà résolues. Et les transports principaux, déjà, à proximité du port ou de l'aéroport, ça aussi, une fois, c'est déjà pris en compte, c'est déjà payé. FOB, FAS, ce n'est pas chargé sur le bateau, hein, mais FOB, c'est déjà chargé sur le bateau. D'accord? Chargé sur le bateau. C'est juste cette nuance-là qu'il faut retenir. Quand on a pris le premier cas FCA, c'est juste dans les locaux qui se trouvent à l'aéroport, etc. D'accord? À l'aéroport, etc. Et aussi, les formalités douanières sont déjà réglées. Les formalités douanières sont réglées. Deuxièmement, les formalités douanières sont réglées, sauf que euh, les assurances, les risques, hein, tout ça, on prend temps à les avoir. C'est pour cela on peut négocier. On peut négocier avec l'acheteur. Il y a une information importante qu'il faut ajouter, par exemple, le connaissement à bord. Le connaissement, c'est l'outil, hein, le document plutôt, le document qu'on met à disposition qui accompagne le produit sur les maps. Bon, on va juste boire un peu d'eau pendant quelques secondes, je reviens. Merci, c'est bon. Ok, c'est bon maintenant. Parce que ma gorge était un peu sèche. Voilà. Le connaissement avec FCA, il y a le connaissement à bord. Connaissement à bord, c'est vrai, les formalités douanières sont déjà réglées. Il y a le
pré-acheminement jusqu'à l'embarquement, c'est déjà réglé. Il y a l'embarquement. Avant l'embarquement, on passe reconnaissance. On passe toutes ces documentations, on met à disposition du transporteur. D'accord? C'est ça, et il faut voir ça. Pareil pour CPT. CPT, le risque vendeur s'arrête avant même le chargement. Même le chargement, le risque vendeur s'arrête. Le risque vendeur s'arrête avant même le chargement. Même si qu'il y a une contrepartie derrière. Maintenant, passons déjà aux incoterms maritimes, FAS, qui, contraire à CPT et FCA, ouais, CPT et FCA, on voit FAS, hein, c'est plus sophistiqué que FCA. Si on regarde FCA, ça s'arrête avec les formalités douanières, mais FAS et FOB, c'est au-delà des formalités douanières. FAS, le produit n'est pas chargé, et FOB, le produit est chargé sur le bateau. Une fois que le produit est chargé, qui est responsable maintenant? Ça, c'est le transporteur et l'acheteur. Il y a déjà un transfert total des risques avec FOB une fois que le produit est chargé sur le bateau. Par contre, CFR, il y a le moyen de transport qui est sous la responsabilité du vendeur qui est réglé jusqu'au port de déchargement. Mais par contre, dans les risques, hein, ne sont pas pris en compte, les risques. C'est-à-dire que l'acheteur doit contacter une assurance. C'est la même chose pour SCIF, sauf il faut l'assurance ad valorem. Assurance ad valorem, hein, c'est ce qui permet d'assurer les produits. On dit ad valorem, on ne va pas au-delà du volume qui est mentionné dans ce contrat d'assurance. Bon, ça, c'est un autre tableau qui vous résume la situation et vous permet de voir entre vendeur, acheteur, qui est responsable et voilà. Par exemple, le transport, généralement, en fonction de l'incoterm, il ne faut pas oublier, ça dit à quel lieu le transfert de responsabilité s'est fait. Par exemple, Exwork, c'est à l'usine. Exwork, ici, c'est à l'usine. C'est à l'usine. Le transport, c'est sur la responsabilité du vendeur. Et le risque, c'est sur la responsabilité du vendeur. Et l'assurance, c'est sur la responsabilité du vendeur. Responsabilité, ouais, bon, c'est un gros mot. Mais par contre, pour CPT, on voit le vendeur, les transports. Les vendeurs s'occupent du transport. Tout le transport. C'est ça. Voilà. C'est ça qu'on voit. Sauf au niveau de l'assurance, c'est différent. Au niveau des risques, c'est différent. C'est comme ça. Bon. D'accord? Ça, c'est les incoterms d'arrivée qu'on a les D, les groupes D, DAP, DPI et DDP. On voit DDP, c'est bien acheminé juste dans l'entrepôt de l'acheteur. D'accord? C'est ça. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas tout retenir, mais c'est juste que vous devez être en mesure de comprendre l'existence des incoterms quand vous faites des transactions internationales. Le mieux, il faut négocier les incoterms. D'accord? Négocier les incoterms. On voit la différence entre FCA dans les locaux, à proximité de l'aéroport ou bien du port. Et puis FAS, les bateaux, c'est déjà chargé. C'est déjà chargé et on peut prendre l'assurance ad valorem. Et puis FOB, Fonds Corport, le bateau est chargé. Voilà. Ça, ce sont des résumés qu'on avait déjà fait. C'est pas la peine de retourner sur ces choses-là. Bon, c'est juste l'explication, peut-être probablement en français. Hein. Voilà. Par exemple,
on a Xbox, on signifie à l'usine, et XW. Et puis, free on board, franco à bord, hein, c'est déjà payé jusqu'au franco à bord, c'est payé jusqu'au lieu de livraison. Mais pas les assurances, pas les risques. Et CIF, Cost Insurance and Freight, c'est coût, assurance et fret. Si vous prenez CIF, hein, vous payez le coût de marchandises et l'assurance des marchandises et les frais. C'est tout ça que vous payez. Si vous prenez Incoterm CIF, d'accord? Et si vous prenez DAP, c'est rendu au lieu de destination. Quand le lieu de destination, là, c'est le pays. Comme on avait dit que la DAP, ça reste quand même à DAP, ça reste quand même, vous rendez le produit au pays d'origine, mais on n'a pas encore des douaniers. C'est ça. DAP. On n'a pas encore des douaniers. Ça, il faut, même pas des douaniers, on n'a même pas encore déchargé. Et contrairement à des pays, le produit est déchargé et les formalités douanières, DPA, toutes les formalités sont. Bon, les acteurs clés, on avait beaucoup parlé des acteurs clés, c'est pas la peine de revenir. Des exportateurs, des importateurs, des transiteurs. Les transiteurs, ce sont des intermédiaires. Ce sont eux qui assurent la liaison des différents euh, acheteurs et différents. Ça aussi, c'est important. Pour les types de transport, on avait déjà parlé, c'est pas la peine de revenir sur ces choses-là. Et puis, bon, avantages et inconvénients, on avait déjà parlé. On dit transport maritime, coût faible, mais délai. Le problème du délai, c'est lent. Et transport terrestre, on dit c'est flexible et à proximité. Transport aérien, c'est rapide, mais le coût est élevé. Transport multimodal permet d'optimiser les coûts et les délais. Transport multimodal, coût et délai.